Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de NoviPro conjointement avec Forescout. Avant de commencer, je dois vous donner quelques indications pour vous permettre de bien profiter du webinaire. Pour toute question ou commentaire durant la présentation, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Questions et réponses » en bas de votre écran. Nous essayerons d'y répondre pendant la présentation ou sinon en fin du webinaire pendant la période de questions. Donc, pour commencer, je me présente. Roger Ouellette, directeur de la pratique sécurité chez NoviPro. Je suis accompagné aujourd'hui de Philippe Descaries, notre conférencier invité de la journée. Philippe, peux-tu nous parler de toi un peu? Oui, bonjour, je suis Philippe Descaries, je suis ingénieur de système pour l'Est du Canada chez Forescout Technologies. Je suis là pour assister les clients et nos partenaires comme NoviPro dans cette aventure-là et de rendre ça l'expérience la plus facile possible. Merci Philippe. Bon, on va faire un petit bref aperçu de NoviPro. NoviPro a trois divisions en tant que telles. Donc, la première division qui est solutions d'affaires. C'est une division où on fait du ERP, surtout avec Infor au niveau de la distribution et manufacturier. On fait des analyses d'affaires au niveau des processus d'affaires. On travaille beaucoup dans l'industrie 4.0, aussi au niveau des technologies TO. Donc, c'est vraiment la division qui s'occupe affaires en tant que telle. Au niveau des solutions technologiques, c'est de là qu'est parti NoviPro. On parle d'infrastructure, on parle de tout ce qui est, dans le fond, ce qui va dans les data centers. Donc, ce qu'on aimait dire à l'époque, c'est qu'on ne générait pas des données, mais on s'occupait des données. Donc, on parlait de serveurs, de virtualisation, de sécurité, de réseautique, d'hyperconvergé, donc tout ce qui a rapport aux solutions technologiques d'une entreprise. On a aussi la division qui est eSpace. eSpace, c'est la solution au niveau plateforme info nuagique. Donc, on va s'occuper de ce qui s'en va dans le cloud, de faire du MSSP, de la gestion des équipements on-premise ou dans le cloud, de services gérés, donc c'est de SaaS ou d'infrastructure as a service. Donc, c'est nos trois divisions. En passant, j'ai oublié de mentionner que dans la division, excuse-moi Philippe, je t'ai lancé une curve, là, j'ai oublié de dire quelque chose au niveau de NSA. On a aussi dans la solution d'affaires des produits SaaS. On a aussi du big data, donc c'est vraiment là, comme je reviens à dire, au niveau de la business. La partie sécurité, naturellement, la sécurité chez NoviPro va regrouper l'ensemble des divisions, donc c'est quelque chose qu'on va couvrir à travers tous les environnements. Et pour couvrir ça, l'écosystème de l'offre de sécurité de NoviPro ressemble à ce qu'on voit à l'écran. Donc, au centre, on va avoir les données, donc c'est la vie de l'entreprise, c'est de ça que l'entreprise dépend pour fonctionner. Et on va établir avec les clients c'est quoi leurs besoins d'affaires, qu'est-ce qui est requis, qu'est-ce qu'ils doivent respecter. Ça peut être à cause de réglementation, à cause qu'ils sont, exemple, dans la santé ou dans le financier ou dans différentes industries qui vont amener différentes lois à respecter. Et à partir de ce moment-là, on va établir c'est quoi l'appétit du risque, que ce soit au niveau des TI ou du TO, comme je mentionnais tantôt. On est beaucoup dans le manufacturier, dans la distribution, dans l'industrie 4.0. Donc, on va établir c'est quoi l'appétit du risque de l'entreprise et à partir de ce moment-là, établir c'est quoi les gouvernances pour respecter nos besoins d'affaires et notre appétit du risque. Et à partir de ce moment-là, on met toutes les composantes ou tous les items alentour de ça, c'est-à-dire que ce soit la continuité des affaires, de faire des risk assessments, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour s'assurer que la business continue, que les processus d'affaires continuent, que les opérations continuent de fonctionner dans le cas d'un désastre ou d'un élément. On va mettre les conformités par rapport à ça, donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place, s'assurer que tout ce qu'on fait est conforme et demeure conforme. La contrôle des accès, des identités, la sécurité réseau, ça inclut toutes les composantes nécessaires. Donc, que ce soit des antivirus, que ce soit de la visibilité réseau, que ce soit des IDS, IPS. Donc, tous les éléments pour faire la protection d'un environnement. On va s'assurer aussi de la confidentialité, de l'intégralité des données, basées sur le SIA, naturellement. Et les offres supplémentaires, que ce soit des pentests, des programmes de sensibilisation,
de Response Team. Donc, toutes les offres supplémentaires à assurer la sécurité. Donc, si on regarde cette roue-là, à l'extérieur, on va parler maintenant que toutes ces offres-là, ça peut être du service, ça peut être des composantes, ça peut être du service géré ou tout simplement des outils. Donc, c'est notre offre en tant que telle au niveau de sécurité. Maintenant, avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec le fait qu'on travaille tous à la maison, pratiquement tout le monde, ça amène beaucoup de défis au niveau de la sécurité, au niveau des équipements qui se branchent, qui accèdent au réseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec Forescout pour parler des risques et comment on peut contrecarrer ces problèmes-là. Philippe? Oui, merci. Donc, avant de commencer, le focus, c'est vraiment le VPN aujourd'hui. Je veux juste quand même faire une récapitulation de qu'est-ce que fait Forescout dans la vie, parce que peut-être vous ne comprendrez pas, vous allez juste voir qu'est-ce qu'on fait côté VPN, mais on couvre large, c'est-à-dire que ce soit dans les réseaux campus, IoT, centre de données, info nuagique et OT. Et VPN est compris pour nous dans campus, mais c'est quand même un aspect qu'on gère. Donc, Forescout, en gros, c'est une solution qui fait d'abord et avant tout 100% de visibilité, peu importe où est votre appareil, où est votre ressource, que ce soit source-destination. Donc, dans la visibilité, on va découvrir, premièrement, les appareils à partir de l'infrastructure. On va classifier les appareils. On va créer une gestion d'actifs matériels et logiciels granulaire et ouverte. Quand je dis ouverte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, on va accumuler toutes ces données-là de tous les systèmes, que ce soit des PC, des serveurs, du IoT, des imprimantes, que ce soit des ressources infonuagiques, et on va les partager avec vos systèmes de gestion d'actifs que vous avez déjà en place. C'est ça, ça veut dire ouvert. Par la suite, on peut créer une gestion des conformités sur tous les appareils IP. Puis quand je dis tous les appareils IP, ce n'est pas juste les appareils comme les laptops, les desktops, les serveurs, mais également les imprimantes, l'IoT, tout ce qui gère votre ventilation qui est IP, les technologies opérationnelles. On a vraiment une façon d'aller voir s'ils sont conformes ou pas. Un exemple pour l'IoT, d'aller vérifier les mots de passe qui sont pas trop faciles ou par défaut du manufacturier. Ça, c'est un exemple que je vous donne, on va y revenir tantôt. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette conformité-là? Bon, on va être capable de donner un contrôle d'accès basé non seulement sur l'usager vient de où et dans quel groupe, mais également sur sa conformité. Ça, c'est qu'est-ce qui démarque des NAC de dernière génération avec les vieilles technologies. Nous, on est du next-gen NAC. Ensuite, il y a la segmentation du réseau. La segmentation du réseau, on parle de segmentation quand on veut séparer l'accès au réseau selon, bon, premièrement, la personne vient de où, c'est quoi son groupe d'identification au réseau, mais également sur sa conformité. Un usager qui est permis d'aller parler des ressources critiques ne va pas nécessairement l'être permis si sa conformité n'est pas à 100% ou ne respecte pas les politiques de l'entreprise. Et en dernier lieu, Forescout fait de la réponse aux incidents. Ça veut dire, la réponse aux incidents, c'est très large, on couvre très large. Ça veut dire, oui, on va partager des informations avec les SIM, les systèmes de journalisation, mais on va également aussi ouvrir des biais, on va orchestrer les données, on va avertir les usagers, que ce soit par courriel ou par n'importe quel système, que ce soit par Slack ou un système de messagerie instantanée. Mais on va aussi remédier directement les solutions. Par exemple, il y a des clients qui se servent de nous pour mettre à jour leur système. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est qu'on est là pour vérifier que votre système de mise à jour fonctionne correctement. Et s'il ne fonctionne pas, on va corriger. Mais ça arrive plusieurs fois que nos clients vont quand même se servir de nos systèmes pour mettre à jour ou remédier ou exécuter des scripts, installer des logiciels, même si on n'est pas là en premier lieu pour faire cette tâche-là. Bref, maintenant, vous connaissez un peu plus Forescout en général. Je vais procéder avec le sujet du VPN. Donc, si on parle de l'état actuel, durant la pandémie, il y a eu des habitudes de travail qui ont changé. Les gens ont commencé à travailler à distance. Les personnes qui travaillent dans les bureaux, au lieu de se rendre au bureau, ils travaillent maintenant à partir des VPN. Les besoins ont augmenté. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ça a augmenté la pression sur les groupes de sécurité et d'informatique. Ils ont dû faire face à des problèmes de capacité, notamment les licences requises, les équipements qui ont dû être rafraîchis. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les administrateurs réseau et les responsables de cybersécurité ont dû faire des compromis durant cette période d'adaptation. Je ne dis pas pour la majorité, mais il y a une grande proportion de mes clients, par exemple, qui, après qui a commandé les nouveaux équipements, ils n'ont pas été reçus, ils ont dû désactiver les fonctions IPS, déchiffrage SSL, désactiver le sandboxing, le filtre URL ou les antivirus qui sont sur les pare-feux. Tout ça pour pouvoir laisser rentrer un peu plus de monde sur le réseau via VPN. Donc ça, c'est qu'est-ce qui motive encore plus de vérifier la conformité des postes de travail qui sont distants parce que ayant moins d'outils qui sont natifs sur le pare-feu pour faire ces compromis-là, il faut s'assurer qu'à la base, les postes de travail ne laissent pas rentrer de menaces qui ne sont pas non conformes puis qui augmentent le risque global de l'entreprise. Donc, j'ai une question pour commencer à vous poser. On a fait un sondage auprès de nos clients et vous pouvez répondre dans le Q&A, comme vous pouvez juste répondre dans votre tête, je vais vous donner la réponse par la suite. Mais selon notre sondage, quelle a été l'augmentation du pourcentage des appareils gérés par ForeScout qui se sont mis à exécuter Zoom puis WebEx entre le 4 mars et le 25 mars? Pensez-vous que c'est 1 à 20 21 à 40 41 à 60 61 à 80 ou 81 à 100 Je vous donne la réponse immédiatement. La réponse a été de 32 On a fait la même question aussi pour les VPN. Selon notre sondage, et ça variait beaucoup. Il y avait des compagnies qui étaient à 70 d'augmentation. Il y en avait qui avaient 60. Puis j'en ai eu qui ont dit, bon, on a eu 60 de clients qui ont augmenté l'utilisation à distance de leur ordinateur. Par contre, ce n'est pas toujours le cas d'avoir besoin d'un VPN. Donc, même la plus basse réponse qu'on a eue de nos gros clients, c'était 32 aussi pour les VPN, pas juste pour Zoom et WebEx. Donc, la situation précédente à cette crise-là, c'est que l'utilisation de ForeScout, c'était pour découvrir, classifier, vérifier la conformité des appareils sur site. Comme vous pouvez voir dans le gros cercle, une grande proportion des usagers étaient sur le campus, puis une petite proportion se connectait à distance via les VPN, puis passaient à travers les pare-feux aussi avec toutes les fonctions évoluées d'IPS puis d'inspection de contenu. Nous avons observé une augmentation de l'utilisation des infrastructures qui permettent de se connecter à distance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les administrateurs réseau et les responsables de sécurité? Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de laptops, beaucoup d'appareils mobiles, puis même des appareils personnels qui se connectent sur le réseau corporatif. Donc, avec les différentes sources des différentes sources de disturbers, mettons, quand vous êtes à la maison, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va y avoir les enfants, les conjoints, le chien, le chat, plein de choses qui peuvent vous enlever de la concentration quand vous travaillez à distance. Ça se peut que s'il y a quelque chose qui est anormal sur votre poste, vous ayez moins l'attention pour vous en rendre compte. Donc, ça peut créer des situations où les postes ne seront pas à jour. Les courriels malicieux, vous allez peut-être moins être attentifs, puis ils vont être ouverts. Puis il s'agit peut-être parfois des appareils personnels. Donc, ça se peut que les outils de sécurité soient manquants ou qu'ils ne soient pas à jour parce que c'est des appareils personnels. Donc, cette situation-là forcera des utilisateurs à installer des outils comme des clients VPN, des antivirus, et la posture de sécurité ne sera pas nécessairement au rendez-vous. Donc, pour cette situation-là, c'est important de garder une balance entre productivité et sécurité. Oui, il faut mettre en place la sécurité, mais en même temps, c'est crucial de garder la productivité au maximum. Donc, ForeScout peut vous aider à garder cette balance-là entre productivité et sécurité. On vous aidera à protéger les réseaux de tous les appareils qui soient mal configurés, également des mises à jour manquantes, des activités malicieuses ou tout simplement contre des appareils non autorisés à accéder au réseau.
Présentement, nous sommes dans une période critique. Nous devons fournir des solutions qui protègent notre réseau ou en conservant la productivité à son maximum. Pour évaluer la situation dans laquelle on est par rapport à la sécurité et les réseaux des travailleurs à distance, il faut se poser la question suivante. À partir de quel appareil et quel type d'appareil utilise-t-on pour accéder au réseau? Si on considère qu'il y a des appareils connectés comme des appareils corporatifs, mais aussi des appareils personnels ou appartenant à des contracteurs. Forescout peut vous aider à reconnaître les types d'appareils selon leur fonction, leur système d'exploitation, ou s'ils sont tout simplement gérables à distance. Gérables à distance, on va le voir tantôt, c'est par rapport à est-ce qu'on peut vérifier la conformité du poste où il est complètement barré. Puis on a toujours une façon de s'en assurer et de donner une façon pour qu'on puisse le gérer aussi. Donc, faites affaire avec NaviPro afin d'avoir plus de formation puis de l'aide pour mettre en place ces solutions-là, puis des politiques hyper granulaires et faciles à mettre en place qui vont se connecter à votre infrastructure sans nécessiter de faire un remplacement de ces équipements-là ou des outils de sécurité qui sont déjà en place. Une autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous servez aujourd'hui de Forescout ou d'une autre solution pour vérifier la posture et la vulnérabilité de vos appareils connectés à distance? Également, comment vous assurez aujourd'hui que vos antivirus puis tous vos agents de cybersécurité sont fonctionnels, à jour ou même installés durant que le travailleur distant est connecté? Donc, si vous avez un DLP ou un autre type d'agent pour les menaces, c'est la même chose qu'un antivirus. C'est important qu'ils soient installés et qu'ils fonctionnent. Ce n'est pas juste l'antivirus. Aussi, c'est quoi votre stratégie pour garder les applications, les correctifs de toutes vos applications à jour, y compris la sécurité? Oups, excusez, un petit problème avec mon PowerPoint. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détecter et empêcher les applications non autorisées de fonctionner sur les appareils distants? Il y a des chances qu'aujourd'hui, vous utilisez des GPO ou des outils pour gérer ces mises à jour, mais il y a de fortes chances aussi que les appareils appartiennent à vos employés, donc qu'ils ne soient pas touchés par les GPO, puis qu'il y ait des applications même qui sont dangereuses ou qui fassent partie, que leur système d'exploitation fait partie des OS non supportés. Exemple, Windows XP, Windows 7, ben c'est plus supporté. Il n'y a plus de mise à jour. Peut-être Windows 7 si vous payez l'extra, mais de façon générale, si c'est personnel, c'est plus supporté. Donc, c'est important de garder ça à jour ou de se prémunir de ces connexions-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'assurer que la segmentation des appareils va être faite selon leur conformité, leur appartenance à l'organisation, exemple, si c'est du corporatif ou personnel, ou de quel groupe d'utilisateurs ça fait partie. Forescout, on a une solution pour vous autres afin de vérifier les appareils et les usagers qui sont déjà segmentés de façon statique, mais on va vous aider dans ce cas-là à avoir un petit peu plus loin, puis de voir leur niveau de conformité, puis de dire, OK, on ne va peut-être pas bloquer des usagers quand ils ne sont pas conformes, mais on va les restreindre pour pas qu'ils accèdent les systèmes critiques. On va tout voir ça très bientôt. Et pour terminer cette partie-là, c'est, n'oubliez pas, vous avez toujours des appareils sur site, même si une bonne partie des gens qui sont à la maison présentement, vous avez encore peut-être des serveurs, des imprimantes, des IoT qui peuvent représenter des menaces, puis qui ont peut-être eu des mises à jour de sécurité récemment. Je veux dire que ça se peut qu'il y ait des failles de sécurité dans un appareil IoT. Et je sais que les grosses entreprises qui produisent ces appareils-là produisent encore des mises à jour. C'est important de les garder à jour, même si vous n'êtes pas sur site, parce que les pirates peuvent en tirer un bénéfice pour mettre la main sur votre réseau. Donc, le défi actuel numéro 1, c'est la visibilité. Ça, c'est le premier défi. La visibilité étant la priorité pour sécuriser les accès pour les clients VPN, c'est encore plus important maintenant, vu qu'ils ne sont pas connectés en permanence et qu'ils peuvent facilement dériver de leur conformité. Donc, les choses qu'on veut savoir sur ces appareils-là au niveau de la visibilité, bien, premièrement,
On va aller chercher les informations sur l'utilisateur, son nom, son courriel, son titre, bref, toutes les informations qui vont se retrouver dans Active Directory ou LDAP. Ensuite, on veut aussi également savoir c'est quoi. Donc, c'est quoi la fonction de l'appareil, son OS, son manufacturier, est-ce que c'est corporatif ou non, ou c'est-tu personnel? Est-ce que cet appareil-là fait partie des dispositifs OT de l'entreprise ou est-ce qu'il fait partie des appareils de réseau? C'est important qu'il ne faut pas nécessairement segmenter. Par la suite, on veut aussi savoir c'est où. Mettons que c'est dans le réseau local, on veut savoir est-ce que c'est sur tel ou tel switch, sa localisation, son port, ou même on peut aller jusqu'à savoir sa capacité de Power over Ethernet. Si c'est du sans-fil, on veut savoir sur quel SSID, sur quel point d'accès, quel contrôleur. Et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, on veut savoir sur quel concentrateur VPN. Moi, j'ai vu des clients qui ont plus qu'un concentrateur VPN, qui sont des fois, ils passent d'une technologie à une autre. Pour augmenter la capacité, ils ont décidé de changer de manufacturier, mais durant la transition, ils en ont deux. Tu veux savoir où est-ce que les menaces sont présentement connectées. Ceux qui représentent les menaces, ben, ils peuvent être sur le vieux VPN, le nouveau VPN. Il faut le savoir. Puis nous autres, on est capable de rapidement vous identifier c'est qui, c'est quoi, c'est où, même pour le VPN. Il y a aussi les ressources info-nuagiques, j'ai oublié de le mentionner, et vos centres de données, vos hyperviseurs. On va également s'intégrer avec Azure, AWS, bientôt Google Cloud, mais aussi avec vos infrastructures comme VMware, VMware NSX, afin de vous donner de la visibilité, même à l'intérieur de ces hyperviseurs-là, si les réseaux sont virtuels. On va aller chercher les propriétés des différentes VM. Aussi, on veut vérifier la posture de vos appareils. Donc, la posture, c'est de vérifier les applications non autorisées, les services non autorisés, les agents de protection qui ne sont pas à jour ou les logiciels qui ne sont pas les correctifs, mettons, ou les vulnérabilités, les encryptions ou les menaces détectées par les systèmes de détection qui peuvent parfois être sur vos pare-feux, parfois être à part. Toute cette visibilité-là vous servira à contrôler les dispositifs IP qui se connectent à votre réseau, incluant les appareils qui se connectent en VPN. On va le voir un peu plus en détail dans quelques instants. Donc, comment on peut obtenir de la visibilité sur ces appareils-là distants? Chez Forescout, on supporte la majorité des concentrateurs VPN de l'industrie. On peut voir les appareils nativement sur les concentrateurs VPN. Ça nous permet d'avoir une visibilité en temps réel, puis même en continu, savoir est-ce que l'usager est connecté. Mais si on n'a pas d'intégration, c'est pas grave. On est toujours capable, contrairement à beaucoup d'autres solutions sur le réseau, sur la sécurité, on est capable d'avoir un minimum de vue sur le trafic spam. Ça veut dire que c'est le miroir du trafic qui vient de vos commutateurs. Ou on peut avoir une vue sur les flux, NetFlow, SFlow, IPFix, pour ceux qui connaissent ça. C'est quelque chose qui vient des commutateurs ou des contrôleurs de réseau. Afin d'avoir une visibilité sur les adresses IP, leur port, les communications qu'ils font, et ça en temps réel. Donc, Forescout a des méthodes passives puis actives pour découvrir les appareils, notamment Span, puis NetFlow, SFlow, mais on a aussi des méthodes passives. Ça veut dire qu'on a au-dessus d'une vingtaine de méthodes de découverte et on a une infinité de méthodes aussi pour voir qu'est-ce qui se passe sur les appareils en utilisant également des outils tierces parties. Bref, on s'assure de communiquer avec tous les outils de sécurité, de réseau, de l'infrastructure et avoir une visibilité complète et de partager cette information-là. Dans un second temps aussi pour le VPN, si on n'a pas d'intégration native déjà faite, on peut faire des intégrations personnalisées en utilisant les API. Ce sont des interfaces programmables sur les concentrateurs VPN et on va les utiliser afin de créer cette intégration-là. Et quand l'intégration est faite de façon personnalisée, souvent, Forescout, qu'est-ce qu'on va faire? On va la convertir en un nouveau produit déjà tout fait. Et au lieu que ça devienne personnalisé, ben, ça va devenir un produit final même pour le reste de nos clients. On fait ça très souvent. Un exemple de découverte active est l'utilisation de Nmap. Mettons, on va avoir la plage d'adresse IP de VPN.
on va être capable d'aller découvrir s'il y a des appareils qui répondent juste à la plateforme ForScout, même si le reste du trafic est bloqué, on va pouvoir mapper. Ça, c'est une façon optionnelle. Comme je disais, on a 20 méthodes. Les 20 méthodes sont optionnelles. Ça en prend au moins une ou deux. Mais bref, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les différentes méthodes. Ici, je vous donne un exemple. Vraiment, c'est une slide animée, juste pour vous montrer comment on fait ça pour avoir une visibilité sur un concentrateur VPN qui n'est pas intégré avec nous ou que pour une raison ou une autre, l'équipe de réseau ne veut pas nous donner l'accès à avoir l'intégration. On est quand même capable d'avoir la visibilité. Donc, je commence ici la petite animation. Première chose, c'est qu'on commence avec le client qui se connecte au concentrateur VPN. Donc, si on n'a pas d'intégration ou on ne peut pas se connecter dessus ou que le concentrateur ne supporte pas aucune méthode d'aller chercher l'information, ça c'est assez rare, je vous dirais. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'une fois que le trafic passe dans le commutateur, il va faire une copie du trafic vers notre appliance ForScout ou nous envoyer le flux de IP S-Flow ou NetFlow, dépendant de la marque de votre commutateur. Et par la suite, de façon optionnelle, si je veux authentifier le client, je peux le forcer à frapper un portail captif. Si c'est un client VPN lequel l'appliance ForScout peut rejoindre, qu'il n'y a pas de règle de pare-feu qui nous empêche de parler, on peut même aller gérer cet appareil-là et commencer à faire de la gestion sans agent, puis ouvrir une page web. Sinon, on va se servir de notre portail captif ou carrément avoir une politique manuelle qui dit à nos clients, si vous voulez vous connecter à notre client VPN, ça vous prend l'étape que je m'en allais, c'est-à-dire l'installation du Secure Connector. Ça, c'est optionnel. Si on ne peut pas atteindre les clients VPN via le réseau, c'est-à-dire de se connecter de ForScout vers le client VPN puis d'aller sans agent vérifier le poste, on peut le forcer à l'installer ou le dire installe-le manuellement. Et une fois qu'il est installé, ça crée un tunnel du client VPN jusqu'à notre appliance ForScout. Et à ce moment-ci, on va avoir la visibilité complète sur ce poste. On va être capable de vérifier la conformité, le statut des applications, les agents, bref, tout ce que je vous ai parlé déjà jusqu'à maintenant. Et par la suite, une fois qu'on a la visibilité, c'est ça qui va nous permettre à ForScout d'orchestrer la segmentation. Quand je dis segmentation, ça peut être via des ACL, sur les switches, sur le contrôleur sans fil, mais ça peut être également, on communique avec des pare-feux, que ce soit Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, Cisco, puis là, j'en passe. On peut aller orchestrer l'identité de l'adresse IP du VPN. Dans le cas, mettons, le Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, je peux facilement aller changer l'identité de l'IP pour qu'il fasse partie d'un autre groupe et qu'il n'ait plus accès aux ressources critiques si cet usager-là est soit non conforme ou ne devrait pas avoir accès. Et dans un deuxième, mettons, on voit ici l'IP bloqué là, avec le cercle rouge. Oui, on l'a bloqué parce que l'utilisateur VPN n'a pas nécessairement besoin d'accéder au réseau corporatif où est-ce que les postes de travail. Normalement, ça devrait peut-être juste être les serveurs. Fait que ça, c'est granulaire. Puis c'est pour ça que je vous demande d'appeler Novipro pour avoir plus de détails. On est capable de vraiment granulaire et de bâtir des politiques propres à vos besoins dans votre infrastructure. Donc, nous allons parler un petit peu comment gérer les appareils Windows, Mac, Linux sans agent, ou avec ou sans agent. Première chose, on peut gérer les postes Windows avec WMI ou Linux Mac avec SSH. Ça, c'est possible de le faire sans agent. Tout ce que ça demande, c'est d'avoir un usager administrateur local ou des clés, dans le cas de SSH, des clés déjà préétablies sur les systèmes. Dans le cas de Windows, on peut pousser via des GPO. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est des politiques qu'il y a dans Active Directory pour pousser les noms d'usagers, mots de passe locaux qui ne sont pas des mots de passe du domaine. Ensuite, nous pouvons également gérer via Secure Connector. Dans le cas des VPN, il y a de nos clients qui ne veulent pas ouvrir le réseau des accès, mettons, à partir du réseau vers le réseau client juste pour ForScout. Fait que si on n'a pas la possibilité de faire ça, on va demander au Secure Connector d'être installé sur les appareils afin d'avoir une vue sur la conformité
de 100% de l'appareil. Un cas d'usage qu'on peut mettre en place, c'est intercepter les appareils au moment de leur connexion afin de forcer l'installation de Secure Connector et justement d'avoir un portail captif et de détecter qu'il n'y a pas de gestion qui est possible présentement. S'il n'y a pas de gestion possible, on n'est pas obligé de couper l'accès. On peut la couper, effectivement, d'aller parler avec le concentrateur VPN ou le pare-feu ou l'ACL qui est devant le concentrateur VPN. Et forcer, s'il n'y a pas de rien, le Secure Connector, pas de gestion à distance, ben, on bloque l'accès. Les politiques que Forescout et ses partenaires peuvent vous aider à mettre en place sont vraiment faciles à mettre en place. On a des templates, c'est tout graphique, ça n'a pas besoin d'être ligne de commande ou des scripts. On a des exemples, puis en plus, on a des politiques. Quand il y a de la personnalisation, souvent vous faites affaire avec NaviPro ou avec Forescout, et on va vous aider à mettre en place parce que, règle générale, on l'a déjà fait. Donc, ce concept de vérification de la conformité, la plupart des clients de Forescout l'ont déjà mis en place jour 1, que ce soit pour le campus, IT, IoT, centre de données ou les ressources infonuagiques. Et nous sommes également là pour vous aider à appliquer les concepts, ces mêmes concepts-là aux connexions VPN. C'est juste qu'il va y avoir des légères variations, comme je vous disais, sur est-ce que c'est possible de le faire sans agent selon vos pare-feux. Généralement, moi, j'ai des très, très gros clients qui ont des centaines de milliers d'appareils et permettent à Forescout de gérer sans agent leurs appareils à distance. Le rendu là, c'est une question de point de vue. Ce n'est pas une question de sécurité. En plus de la conformité, nous allons également classifier les appareils selon s'ils sont corporatifs, personnels ou si nous avons les agents Secure Connector en mode soluble ou permanent. On va utiliser le mode soluble dans le cas de contracteur où est-ce qu'on n'installe pas vraiment l'agent. C'est un agent qui va être là, puis aussitôt qu'il ferme leur session Windows, il disparaît. Donc, il n'y a pas de traces qui sont laissées sur l'appareil. Dans le cas d'appareils non corporatifs, il y a des très bonnes chances que vous vouliez vérifier l'antivirus ou toute autre conformité un peu plus souvent. C'est-à-dire que nous, quand l'appareil apparaît sur le réseau, on le voit tout de suite. On vérifie sa conformité. S'il n'est pas conforme, on prend action selon vos politiques. Mais on va aussi vouloir revérifier cette conformité-là. Si on ne le fait pas à toutes les 2 heures, mettons, si on le fait aux 2 heures dans un réseau interne, peut-être que VPN, vous allez vouloir le faire aux 30 minutes, plus souvent. D'autant plus qu'il va y avoir des appareils personnels un peu plus souvent en VPN. L'avantage d'utiliser Secure Connector, c'est qu'au lieu de vérifier à toutes les 30 minutes, 1 heure, 2 heures, il y a la vérification des agents qui est faite en temps réel. Ça veut dire que le Secure Connector va s'en rendre compte immédiatement si votre antivirus ne fonctionne pas ou n'est pas à jour. Puis on va le savoir tout de suite et ça va nous permettre de prendre action sur le réseau en temps réel, de remédier au problème, que ce soit mettre à jour l'antivirus ou en le redémarrant s'il ne roule pas, ou carrément bloquer l'accès s'il n'y a aucune possibilité de remédier. Dans le cas du VPN, vous voudrez probablement vérifier aussi un peu plus souvent si le système, de façon générale, a des menaces ou qu'il a changé de profil ou qu'il est arrivé quelque chose d'anormal. Donc, c'est pour ça que nous autres, on est là pour vous donner cette vue en temps réel. Et si vous avez besoin d'aide pour créer ces politiques, n'oubliez pas, NaviPro, Forescout, on est vraiment là pour vous aider à mettre ça en place. J'ai une question pour vous. Selon le dernier sondage qu'on a posé à nos clients, c'était quoi l'importance d'effectuer une évaluation de la posture des dispositifs qui se connectent en VPN? Puis là, on leur a posé cette question-là dans le mois de mars 2020. Donc, selon vous, c'était quoi la réponse qu'ils ont donnée? Haute, moyenne ou basse? Et effectivement, c'était vraiment haute. Eux, là, même ceux qui le faisaient déjà un peu, ils se sont mis à revisiter. Est-ce qu'on le fait correctement? Est-ce qu'on manque des balises? Comment on peut améliorer notre posture pour le VPN? Si on revient au contrôle des dispositifs distants sur le VPN. C'est quoi les différents contrôles qu'on peut mettre en place pour le VPN? Au point de vue du réseau, par exemple, on va pouvoir mettre en quarantaine, changer les accès, les politiques. Ici, on voit VLAN, mais c'est plus pour le réseau filaire. Souvent, quand ça va être des VPN, c'est qu'on va changer le groupe d'accès ou on va se servir de la fonctionnalité qui appartient à Forescout, Virtual Firewall.
Ça veut dire, sans se servir de l'infrastructure, on va être capable de restreindre ou couper les accès via des sessions TCP qu'on va envoyer des TCP reset ou des ICMP redirect pour couper le trafic UDP. Mais bref, on va être capable, même si le trafic est derrière un concentrateur et sur une switch non gérable, on est quand même capable de couper l'accès. Autre truc, plus approprié pour le VPN, on va couper les accès, on va bloquer l'accès à l'usager de façon permanente. Si c'est quelqu'un qui est non autorisé ou que le poste est complètement hors politique. Ça veut dire, si vous avez un poste Windows XP, puis selon la politique de gouvernance de l'entreprise, vous ne devriez pas avoir de Windows XP, bon, on va vous aider à les bloquer, ces usagers-là. C'est triste, mais non, tu ne peux pas travailler parce que ça met trop l'entreprise à risque. Autre contrôle, qui va être plus au niveau des clients directement, c'est de leur envoyer directement un courriel pour qu'ils s'auto-remédient, si c'est possible, ou du moins qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe présentement sur leur poste, pourquoi ils ont des accès restreints à cause d'une situation qui n'est peut-être pas sous leur contrôle. On peut envoyer des notifications sur leur écran si c'est des postes gérables, les envoyer à une page web pour les inciter, soit à installer un MDM, un Mobile Device Manager, ou installer un antivirus, ou installer des packages manquants. Bref, on peut rediriger. On peut aussi demander à l'usager de nous confirmer qu'il a vu le message. Et en termes de remédiation, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va être capable de mettre à jour nativement les antivirus ou les agents de sécurité. On en supporte au-dessus d'une centaine. C'est assez impressionnant la liste juste des antivirus ou des agents de sécurité que vous n'avez pas besoin d'écrire de script ou quoi que ce soit. Vous déployez notre template, notre modèle, et on va être capable de vérifier s'il roule à jour ou fonctionnel. Autre chose, le système d'exploitation. Comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de nos clients qui ont SCCM, et parfois SCCM est soit mal configuré ou ne fonctionne pas. On va être là afin d'être un filet de sécurité, puis les attraper, puis les mettre à jour. Il y en a qui se servent de nos systèmes des fois de façon primaire, ce qui n'est pas une bonne idée. J'ai toujours mieux d'utiliser des systèmes qui sont faits pour ça. Mais effectivement, on peut servir à ça aussi. Enfin, aussi, on va également orchestrer de la remédiation via des systèmes tierces parties. C'est-à-dire que si vous avez McAfee EPO, SCCM, Intune, ou tout ce qui est MDM ou EMM, là, par exemple pour les applications mobiles, pour tout ce qui est appareil mobile, bon, on va pouvoir effectivement remédier à ces appareils-là aussi via les systèmes tierces parties. Fait qu'on n'est pas là pour remplacer les outils de tierces parties, on est là pour leur donner 100% de visibilité, puis d'orchestrer cette remédiation-là. Voici iSegment. Ça, c'est la console de notre produit iSegment. C'est quoi ça, iSegment? C'est un module qui nous permet d'avoir de la visibilité graphique de qui ou quoi qui communique avec qui ou quoi sur le réseau. C'est-à-dire, ça nous permet de voir les flux de trafic IP, pas seulement les postes de travail, mais maintenant, on peut voir avec qui communique. Donc, ces informations-là nous permettent de créer des politiques qui vont pouvoir simuler les impacts en cas où on veut bloquer un certain type de trafic selon la conformité ou selon n'importe quoi qu'on va obtenir comme information. On peut créer des politiques granulaires, décider qu'est-ce qu'on fait avec ce trafic-là. Le premier but de ce système-là, ce n'est pas de remplacer vos pare-feux qui sont supposés être là pour bloquer, mais ça va vous aider à voir est-ce qu'on a oublié des règles, est-ce qu'il y a des trous qui ne devraient pas, est-ce que peut-être que quelqu'un a piraté le pare-feu, ou même le trafic est-ouest. Si vous nous procurez le trafic miroir de vos commutateurs et que vous voulez voir dans un certain VLAN, est-ce qu'il y a un appareil qui est en train d'essayer de parler qu'un autre appareil, exemple, en train de le corrompre avec un virus, puis avec des ports spécifiques, on va pouvoir s'en rendre compte d'une certaine manière parce qu'on va dire, oh, un poste qui parle à tel autre poste sur tel port, ça ne fait pas partie de la normalité puis du baseline, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on est habitué de voir habituellement. Donc, on peut le flaguer comme étant une menace. Donc, le but, en gros, c'est connaître et visualiser les flux, de les mapper de façon graphique pour que ça soit facile pour vous de voir qu'est-ce qui se passe présentement, de créer, simuler des politiques pour réduire tout impact pour avoir sur le réseau, puis d'être bien sûr avant de dire on va mettre des politiques pour bloquer ou restreindre qu'il n'y a aucun impact sur le réseau. Puis, en fin de tout ça,
ben, on a toujours la possibilité de juste surveiller ou de répondre à ces attaques ou ces menaces-là. Ça veut dire que dans un cas où il y a déjà supposé d'avoir une politique de pare-feu pour une imprimante qui ne devrait pas parler avec l'Internet, si on découvre que les imprimantes parlent avec l'Internet pour des raisons qui ne sont pas bonnes, ben, on peut décider que nous, raison ou bonne ou pas, ça ne serait pas supposé de se passer selon l'historique des 2 derniers mois qu'on a vu dans iSegment. Ben, on va bloquer le trafic tout simplement. Puis là, quand on parle de bloquer le trafic, je veux juste préciser de quoi. On a beaucoup de façons de bloquer chez Forescout ou de restreindre à cause qu'on fait de la segmentation unifiée. Cette segmentation unifiée-là, des fois en France, ils vont appeler ça du virtual patching. C'est qu'on est capable de bloquer via l'ACL qui est devant le poste de travail sur une switch. Même chose sur du sans-fil. On peut changer leur VLAN. On peut aller parler avec l'infrastructure pour bloquer l'usager, que ça soit bloquer un port, empêcher un usager de se brancher sans fil. Même chose en VPN, empêcher de se brancher. Ou tout simplement aller parler avec les pare-feux de prochaine génération, les Next-Gen Firewall, et de changer l'identité de la machine via son IP sur le pare-feu. Et enfin, ça peut être une fois rendu au serveur. C'est-à-dire que si vous avez VMware NSX ou Cisco ACI, ou que votre infrastructure est dans Azure, AWS, puis prochainement Google Cloud qu'on va supporter, on peut changer votre identité machine de façon à ce qu'elle soit refusée dans ces infrastructures virtuelles. Donc, pour résumer, à travers tout ce processus-là, Forescout et NaviPro vont vous aider à répondre aux incidents de sécurité avec ces outils-là, et notamment sur vos infrastructures VPN. Donc, oui, il y a une légère différence au niveau VPN que filaire ou sans fil, mais ça revient toujours au même, c'est-à-dire qu'on est capable, sans agent ou avec agent, d'aller vérifier votre conformité puis de prendre contrôle sur le réseau ou de remédier ou même de partager l'information d'une multitude de façons. Exemple, on a des modules natifs pour ouvrir des billets dans des ITSM ou des systèmes de billetterie. Donc, on peut ouvrir un billet quand il y a quelque chose d'anormal, un poste, exemple, l'antivirus ne veut pas redémarrer. On va ouvrir un billet, on va informer le système de journalisation, le SIM, et on peut bloquer l'accès. Fait qu'on peut faire une multitude d'actions basées sur un événement, puis il y a plusieurs façons d'y répondre. Comme ça pourrait être une urgence, je vais envoyer un courriel avec à un admin réseau ou un admin de sécurité. Parlons un peu des manufacturiers de concentrateurs VPN que nous supportons nativement. On a du support natif, puis on a également aussi des intégrations personnalisées. Donc, pour commencer, si on parle de Cisco ASA, Juniper, PulseSecure, qui est la même catégorie, Palo Alto, qui est là, puis F5. Donc, ça, c'est des intégrations, les premières, c'est des intégrations natives où est-ce qu'on va avoir la visibilité, la découverte à partir de ces infrastructures-là, et on va classifier. On va pouvoir gérer avec ou sans agent. Ça, c'est juste une question de règles de pare-feu. On va pouvoir évaluer les risques et remédier la conformité. On va avoir un contrôle binaire de façon à ce qu'on va bloquer, restreindre, dépendant les capacités de votre concentrateur VPN. Et on va pouvoir également donner des accès selon vos rôles dans l'entreprise, selon les groupes Active Directory. Et encore une fois, moi, je ne dis pas juste rôle, mais selon votre conformité. Tous les concentrateurs que vous ne voyez pas nécessairement dans les premières lignes, exemple, Checkpoint, Fortinet, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on va souvent faire? Parce qu'on a des intégrations avec ces manufacturiers-là au niveau du contrôle. Des fois, c'est au niveau de la visibilité, c'est que soit leurs API n'est pas complet ou qu'on n'a pas encore fait l'intégration. Mettons, dans le cas de Checkpoint Fortinet, c'est qu'on a une façon de brancher sur leurs API, mais c'est juste pas dans le support natif. Fait que, oui, on a une solution. C'est juste une question de parler avec NaviPro et Checkpoint. On va vous la fournir et vous aider à le faire. Et dans d'autres cas, comme je vous disais tantôt dans l'exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de se connecter sur votre concentrateur VPN. Des fois, il y en a des clients qui ont, exemple, Palo Alto, j'ai le module pour ça, et on dit non, je ne veux pas que tu te connectes, j'ai peur que ça diminue sa capacité ou que ça réduit. Je dis OK, pas de problème. On va utiliser Span, NetFlow, SFlow pour avoir la visibilité sur les appareils, puis toutes les autres techniques, là, mettons la switch qui est derrière aussi, pouvoir les adresses IP. On a plusieurs façons d'aller chercher l'info, puis de le savoir en temps réel qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Et par la suite, on va prendre le contrôle. Si ce n'est pas directement avec le concentrateur VPN, ça va être avec le pare-feu
qui est soit le concentrateur VPN ou derrière le VPN. Des fois, la fonction est convergée, des fois, elle est dissociée. Donc, on va pouvoir filtrer ce trafic-là au niveau des pare-feux. À date, ce n'est pas arrivé qu'on ait des cas d'usage où on ne puisse pas faire quelque chose pour nos clients. Donc, on est très, très flexible et on est capable de supporter une multitude de manufacturiers VPN. Une autre question qu'on a posée à nos clients en sondage, c'est quoi la probabilité que vous mettiez en place les mécanismes de contrôle sur les appareils ou les utilisateurs qui sont connectés en VPN? Donc, c'était peu probable selon eux. Ils étudiaient la possibilité ou très certainement. Ça, c'est un vrai sondage qu'on a fait durant le mois de mars. La réponse, vous pouvez, si vous voulez, participer encore une fois puis mettre vos réponses dans le Q&A. Nous, on les regarde, ça nous permet d'avoir des discussions. Et quand on parle avec vous, on est capable de faire on est toujours intéressé à voir la différence entre nos clients globaux et nos clients un peu plus locaux au Québec. Donc, la réponse a été très certainement. Très certainement, sûr qu'avec présentement, qu'est-ce qui arrive, les différents mécanismes sont obligés d'enlever de protection sur les pare-feux, ou le fait que les menaces sont un peu plus présentes du fait qu'il y a beaucoup d'appareils personnels ou que des appareils qui se mettent plus à jour à cause de la façon que l'infrastructure est configurée, ben c'est important d'avoir un mécanisme qui permette de forcer ou du moins bloquer si on n'est pas capable de remédier la situation. En résumé ici, je veux juste parler du fait que vous êtes probablement joint à ce webinaire parce que vous avez soit pas mis de contrôle au niveau de vos clients VPN ou que vous cherchez à améliorer la posture que vous faites déjà. Forescout et NaviPro peuvent vous aider à mettre en place ces politiques-là. Donc, important, prenez nos infos de contact à la fin où est-ce qu'on va vous présenter ça et appelez-nous. On va pouvoir vous parler comment on peut mettre en place ça chez vous. Donc, en résumé, on peut avoir une visibilité, une découverte, classification, puis identifier vos appareils en temps réel et continuellement le vérifier, pas juste une fois, mais continuer à vérifier si cette conformité-là est présente et tout fonctionne bien et tout respecte vos politiques de gouvernance. Aussi, on va vous aider à maintenir votre conformité globale, puis les vulnérabilités, les menaces à l'aide de politiques granulaires. Essentiellement, les politiques des appareils sur site vont ressembler beaucoup à les appareils du VPN, à part les petites distinctions de contrôle. Puis gardez à l'esprit que tout cela, c'est un travail qui est effectué continuellement pour réduire les risques des appareils qui dérivent de leur conformité et des politiques de gouvernance. Donc, en ayant du spam, du NetFlow, tout ça, bon, on est capable d'avoir une vue sur les VPN et les pare-feux. Même qu'il y ait une intégration ou pas aujourd'hui, on va avoir la visibilité, puis on va être capable d'avoir le contrôle. Il ne faut pas oublier au niveau du contrôle, Forescout a sa propre façon aussi de bloquer le trafic. Ça veut dire que si vous nous donnez du miroir de trafic, bon, on est capable de bloquer le trafic sans même utiliser l'infrastructure. Ça, c'est pas mal unique à Forescout. De façon générale, on va réduire vos risques sur vos appareils non conformes. 66% des appareils non conformes habituellement sont juste mal configurés. Puis 33% des appareils sont souvent malheureusement des usagers qui vont tenter de contourner les politiques de sécurité de l'entreprise. Roger, je te passe la... Oui. Merci beaucoup, Philippe. J'ai beau être un fan de Forescout, ça me surprend à chaque fois de voir à quel point on peut couvrir large avec le produit. Puis, comme tout le monde a pu se rendre compte qu'on a beaucoup de défis avec l'histoire de travailler à la maison en VPN, que la surface d'attaque a grossi, on a mis en place une offre pour faire un audit de diagnostic sur votre statut pour l'offre de travail à distance. Donc, basé sur environ 70 questions, on va vous donner une image, un statut actuel de votre situation, qu'est-ce qui devrait être corrigé immédiatement ou un petit peu plus à long terme, si vous pouvez le faire vous-même, ou on peut vous aider à réaliser ça. Mais c'est une petite offre là, qui vaut la peine de regarder pour vous donner une image de ce que vous êtes, de ce que vous avez aujourd'hui. Donc, si vous voulez nous contacter, donc si vous avez besoin, vous avez d'autres questions, si vous voulez discuter, il faut toujours me contacter moi ou Philippe et Ludovic chez nous qui est le spécialiste sécurité. Donc, on peut tous être là pour vous aider à répondre à vos questions.
C'est ça. Gênez-vous pas à nous contacter. Donc, si vous avez des questions, ça serait le temps de les soumettre. Roger, je reste là. Je veux juste te demander parce que je vois qu'il y a des commentaires, mais j'ai pas eu le temps de moi de suivre pendant la session. Est-ce qu'il y a des questions que tu as remarquées? Moi, j'ai pogné mes 3 premières questions, mais peut-être que toi, tu en as que tu veux me surligner avant que je réponde aux questions que les trois premières. Là. Non, en fait, j'ai pas d'autres questions. J'ai répondu à quelques questions durant le webinaire. En fait, une des questions qui m'avait été posée, c'est de pouvoir accéder le webinaire en différé. Donc, effectivement, vous allez recevoir un courriel plus tard qui va vous expliquer comment accéder le webinaire et comment obtenir aussi la présentation. Parfait. Ben moi, je vais procéder avec les 3 premières questions qui sont évidentes là, que je suis capable de répondre. C'est-à-dire, la première question, c'est est-ce qu'il est possible de faire l'essai de nos produits à distance, le produit ForScout, même si présentement on a un accès limité, ou est-ce qu'on peut avoir une présentation? Fait que la présentation, c'est évidemment oui, on peut vous faire une présentation à distance. Et pour qu'est-ce qui est de faire l'essai à distance, effectivement, si vous avez une infrastructure virtuelle, on peut vous fournir tout ça, c'est-à-dire que ForScout se déploie que ce soit physique ou virtuel. Si vous avez une infrastructure virtuelle, oui, vous pouvez faire l'essai, on peut vous fournir les licences, puis on peut même vous guider à distance et faire une preuve de concept. Donc, preuve de concept, faire une démo, la présentation, on est 100% fonctionnel, même malgré la crise. Ensuite, l'autre question, quelqu'un qui me dit, j'ai un pare-feu Fortinet, est-ce que c'est possible de s'intégrer avec ForScout pour les VPN? Bien, la réponse est oui, de plusieurs façons, c'est-à-dire que premièrement, pour la visibilité, on peut se servir Span, NetFlow, SFlow, mais en plus, on a iExtend Connect qui vient juste d'être sorti dans la version 8.2, dans lequel on a, dans Extend Connect, on a plusieurs, comment on appelle ça, des modules, on a plusieurs nouveaux modules où est-ce qu'on peut s'intégrer avec des outils tierces parties. Et Fortinet en fait partie pour les VPN, que ce soit avec le FortiManager ou directement avec les FortiGate. Et pour le contrôle, on avait déjà une intégration native, c'est-à-dire qu'on avait une intégration native pour les menaces, le threat detection, recevoir les menaces pour des IP en particulier, puis d'évaluer le niveau de menace, mais également sur le contrôle pour bloquer les accès ou restreindre les accès avec les groupes de sécurité Fortinet. Ça doit sûrement répondre pour le Fortinet. Après ça, j'avais une question, c'est on a plusieurs milliers de connexions VPN en ce moment. Est-ce que ForScout est en mesure de prendre en charge un gros volume de connexions VPN? Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que ForScout supporte des clients comme la Défense nationale américaine, des millions d'appareils. Mais mettons, si on prend des clients qui se déploient, on a des clients qui se déploient jusqu'à 2 millions d'appareils pour une instance de déploiement. Une instance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ForScout a une architecture distribuée. Puis même quand c'est centralisé, on peut distribuer la centralisation puis avoir une grappe d'appliances pour être capable d'être évolutif à des millions d'appareils. Fait que oui, pour des VPN, même si vous avez des dizaines de milliers de connexions, on va pouvoir s'en occuper. Il n'y a aucun problème d'évolutivité. Donc, pour moi, c'est pas mal la fin des questions. À moins qu'il y en ait que tu as vu que je n'ai pas répondu, Roger. Laisse-moi savoir. Tu as passé pas mal à travers. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté au webinaire. Merci encore une fois, Philippe. Vraiment intéressant. Donc, vous allez recevoir un courriel prochainement qui va vous permettre d'accéder le webinaire en différé. Et aussi, il va y avoir un questionnaire donc, pour faire un petit sondage de satisfaction. Donc, ce serait bien agréable si vous pouviez prendre le temps de répondre à celui-ci. Si vous avez d'autres questions après, on vous a donné les contacts. Vous allez avoir les contacts dans le courriel. Donc, gênez-vous pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Et d'amener ça à un autre niveau. Donc, merci encore une fois. Merci, Philippe. Merci à tous. Bonne journée.